Alors, nous sommes heureux d'accueillir à présent Massimo Mantegazza de l'IPMC, Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, Université Côte d'Azur. On est ravis de vous avoir en présentiel. Et à distance, Mathieu Desroches, qui est là, je suppose qu'il nous entend dès à présent, de l'INRIA de Sophia Antipolis. Alors, vous allez nous présenter tous les deux des modèles computationnels, mais également des modèles, j'imagine, physiologiques. Expérimentaux. Voilà, expérimentaux, d'épilepsie et de migraine, notamment, et plus largement des maladies neurologiques. Voilà, non, c'est déjà faux, vous avez tout corrigé, même Non, le non, titre. Ça va, globalement. Alors vous avez Surprise. 20 minutes pour nous présenter à deux ce beau sujet et nous poserons quelques questions à l'issue de votre intervention. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je suis heureux aussi de pouvoir finalement fêter l'inauguration de l'Institut Neuromode. On a essayé plusieurs fois, cette fois c'est la bonne. Hein. Et la collaboration avec Mathieu Desroches s'est développée dans un axe de l'Institut, qui c'est l'axe des physiopathologies des réseaux neuronaux. Alors, quand on fait de la recherche dans la physiopathologie, on se pose les mêmes questions qu'on se pose quand on est malade. Pourquoi suis-je malade? Comment puis-je guérir ou me sentir mieux? Dans un contexte un peu plus scientifique, on peut dire qu'on veut comprendre les mécanismes pathologiques. Et je vais essayer aujourd'hui aussi de mettre en évidence la différence entre les causes d'une pathologie et les mécanismes pathologiques. Et on veut développer des approches thérapeutiques mirées. Alors, quand on est malade, la première interaction, c'est avec les médecins, qui souvent ont déjà la réponse aux questions. Mais pas toujours. Et quand il n'y a pas de réponse à ces questions-là, c'est essentiel un travail de recherche scientifique. Et nous, comme chercheurs, on travaille dans un espace un peu virtuel, qui c'est un espace de modélisation où on développe et on utilise des modèles expérimentaux, par exemple des animaux qui peuvent reproduire la pathologie humaine, et des modèles computationnels qui sont des équations des logiciels. Et on a plusieurs interactions. On a des interactions à l'intérieur de l'espace de modélisation et à l'extérieur avec les médecins. Aujourd'hui, les focus, c'est sur les interactions dans l'espace de modélisation. Les pathologies en général, les pathologies du système nerveux sont plusieurs. On peut les représenter comme une galaxie. Avec Mathieu, on a travaillé sur certaines pathologies qui sont des maladies génétiques. Et dans les maladies génétiques, sur des maladies monogénétiques, où ici, on a une mutation dans un gène spécifique identifié chez les patients. Et je vais parler aujourd'hui d'un gène spécifique, c'est SN1A. Mais pourquoi étudier un système solaire quand on a une galaxie de pathologies? Un intérêt, c'est dans une approche des médecins de précision. Ça veut dire qu'on a un groupe de patients et on veut identifier des mécanismes pathologiques spécifiques pour chaque patient et cibler ces mécanismes et développer des traitements spécifiques pour chaque patient. Et les maladies monogénétiques offrent aussi un avantage aux chercheurs qu'on connaît la cause de la pathologie, que c'est la mutation génétique identifiée chez les patients. Alors on peut travailler avec une cause bien identifiée. Alors les gènes SN1A codifient par une protéine qui s'appelle canal sodique. Les canaux sodiques sont des protéines de la membrane des cellules qui forment un canal qui permet la perméation des ions. Un exemple spécifique, c'est le sodium. Et les canaux sodiques sont essentiels pour générer les potentiels d'action, que c'est le signal électrique des neurones, sont les mots utilisés chez les neurones pour codifier les informations. Il y a plusieurs types de canaux sodiques. S1A, le gène S1A, codifie pour le canal NAV1.1. Et les mutations causent épilepsie et migraine. Alors, on a ici une cause bien identifiée, ce sont les mutations de ces gènes-là, mais on n'a pas vraiment les mécanismes pathologiques. Pourquoi certaines mutations causent l'épilepsie et des autres des migraines?
Alors ici, on peut des neurobiologies, ça c'est un réseau neuronal où on a différents types de des neurones excitateurs qui sont glutamatergiques, des neurones inhibiteurs qui sont GABAergiques, et les neurones inhibiteurs génèrent une inhibition de l'activité des réseaux et contrôlent l'activité des autres neurones. Les canaux Navenpoint est exprimé surtout chez les neurones inhibiteurs, et alors il est important pour générer une inhibition dans les circuits neuronaux. Alors, quand on identifie des mutations génétiques, la première chose qu'on fait en général, c'est de chercher de comprendre l'effet fonctionnel de la mutation sur la protéine. Alors ici, on peut faire exprimer ces canaux, ces protéines Navenpoint chez des cellules qui ne l'expriment pas normalement et comparer les propriétés de la protéine sauvage avec les propriétés des mutants. Et c'est la chose qu'on a fait. Et on a identifié pour les mutations qui causent l'épilepsie, on perd des fonctions. Ici, c'est la chose qu'on enregistre, c'est un courant ionique, un courant électrique, qui est appelé courant sodique transient. Et on peut voir que si on compare les canaux sauvages avec les mutants, on voit une diminution de l'amplitude. Alors, on perd des fonctions. Et ici, l'inférence sur l'effet sur l'activité du réseau neuronal n'est pas très difficile parce qu'on peut penser qu'il y a une réduction d'excitabilité des neurones inhibiteurs. Alors, on a une réduction d'inhibition, une hyperexcitabilité du réseau et des crises épileptiques. Quand on a fait la même chose avec les mutations de migraine, on a trouvé l'opposé, un gain de fonction. En particulier, on a vu une augmentation de cette partie de la courant qui est appelée courant persistant, parce qu'elle persiste dans le temps plus que la courant transient. Et ici, l'inférence, c'est un peu plus difficile, parce que oui, on peut dire, on a une augmentation de stabilité des neurones inhibiteurs, mais après, ça donne quoi au niveau du réseau neuronal? Mais nous, on avait une hypothèse que cette augmentation de stabilité des neurones inhibiteurs pouvait générer une activité pathologique du réseau qui s'appelle dépression corticale envahissante, CSD. CSD, c'est l'acronyme anglais. Qu'est-ce que c'est la CSD? C'est une espèce de tsunami du cerveau. C'est une vague de perte d'activité des neurones du cerveau qui s'appelle, avec une technique, bloc de dépolarisation. Et c'est impliqué dans la migraine, et dans le contexte de la migraine, la CSD est dans le cortex cérébral, mais aussi dans des autres pathologies comme l'AVC, les lésions cérébrales traumatiques. Et nous, pour tester notre hypothèse, on a utilisé un autre modèle expérimental. On a utilisé des tranches de cerveau de souris et une technique d'imagerie où on peut visualiser la CSD comme une vague blanche dans la tranche de cerveau. On n'a pas généré des souris génétiquement modifiées qui ont la même mutation humaine parce qu'on était intéressé à les déclenchements aigus de la CSD. Alors, on a utilisé des autres méthodes, par exemple une toxine d'araignée, qui c'est un activateur de Navenpoint, et qui a un effet similaire aux mutations de migraine parce qu'elle augmente le courant persistant ici. Et dans une autre série d'expériences, on a utilisé une technique qui s'appelle optogénétique, qui permet de contrôler l'activité des neurones spécifiquement. Alors avec de la lumière bleue, on a induit une hyperexcitabilité des neurones GABAergiques inhibitoires, que c'est l'effet des mutations migraines. Et ici, c'est les résultats de l'expérience avec la toxine. Ça sont des tranches des cerveaux des souris avec des différentes régions du cerveau, le cortex, le striatum, l'hippocampe, le thalamus. Et quand on donne la toxine, on voit ça. On voit qu'on déclenche la CSD, cette vague blanche, spécifiquement dans le cortex cérébral. Et quand on a fait la manip avec la technique d'optogénétique, alors on a donné la lumière bleue, on a induit l'hyperexcitabilité des neurones GABAergiques et on a obtenu encore la CSD sélectivement dans le cortex cérébral. Alors, on a vérifié notre hypothèse, mais on n'a pas vraiment
découvert ici les mécanismes de déclenchement. Et avec Mathieu, on a travaillé pour chercher à identifier mieux les détails des mécanismes des déclenchements de la CSD. Et ici, c'est la présentation de Mathieu. Donc, dans cette deuxième partie de l'exposé, je vais vous parler de modélisation en lien avec la collaboration avec Massimo sur les résultats expérimentaux qu'il vient de présenter. Et j'en profite pour remercier les organisateurs de me donner l'opportunité de présenter cet exposé avec lui. Donc, on a fait un modèle relativement simple, mais néanmoins biophysique, qui inclut un neurone pyramidal excitateur et un interneurone inhibiteur GABAergique. Donc, voici ici un schéma de ce modèle à 2 neurones, ce qui a été fait donc dans le formalisme Hodgkin-Huxley avec des canaux, des pompes, des cotransporteurs, etc. Mais en plus du schéma classique du modèle de Hodgkin-Huxley, on a inclus les concentrations ioniques de façon dynamique parce que la disruption des gradients de concentration au travers des membranes des neurones est un élément essentiel des scénarios pathologiques qu'on regarde, notamment la CSD. Et donc, du fait de ces concentrations dynamiques, le fait que les potentiels d'équilibre, les potentiels de Nernst ne soient pas fixes, eh bien, l'input externe à ce système n'est pas un courant appliqué, mais plutôt une conductance synaptique. Et on a des contacts, bien sûr, synaptiques, excitateurs et inhibiteurs entre les 2 neurones. Alors, pour modéliser donc les mutations du courant NAV 1.1, qui nous intéresse, on considère 2 types de courants sodiques, courant transient et courant persistant, donc courant, disons, habituel d'un certain point de vue, et puis pour le courant persistant, une courbe d'activation qui est shiftée, ce qui va augmenter l'excitabilité du neurone GABAergique dans les cas CSD. Donc en partant de conditions normales, pour lesquelles on a uniquement un courant transient, on va regarder les conditions de type migraine, pour lesquelles ce courant est partiellement remplacé par un courant persistant. Et puis également, on a pu prendre en compte dans ce modèle les conditions de type activité épileptiforme d'un certain point de vue, où le courant est transient mais réduit, donc ce qui baisse l'inhibition et donne lieu à une hyperexcitabilité de la cellule pyramidale. Donc, dans ce cadre de modélisation, on a obtenu des résultats pour les 2 types de mutations. Donc, dans le cas migraine, sur le neurone GABAergique, on observe une augmentation modeste de la fréquence des spikes, contrairement d'un certain point de vue, ou disons un petit peu de façon étonnante par rapport à ce à quoi on s'attendait. Par contre, on observe bien au niveau des gradients de concentration une disruption importante lorsque on augmente le pourcentage de courant persistant par rapport au cas normal et évidemment en fonction de l'input externe. Ça, c'est pour le potassium extracellulaire, ce que le modèle produit, et puis pour le sodium, la concentration de sodium extracellulaire. Au niveau du neurone pyramidal, donc pour ce qui est de l'initiation de la CSD, il y a 2 effets. Le seuil d'initiation est réduit, c'est-à-dire que lorsqu'on augmente la quantité de courant persistant, eh bien, l'input minimal pour avoir l'initiation de CSD est moindre, et également le temps pour lequel on atteint cette initiation est plus court, donc une durée de latence plus courte. Voici des traces en temps issues du modèle, neurones GABAergiques, inhibiteurs, cellules pyramidales, excitatrices, ça ce sont les conditions normales, pas de courant persistant, et lorsqu'on ajoute 15% de courant persistant, eh bien on voit qu'on a un bloc de dépolarisation pour le neurone GABAergique, suivi d'un bloc de dépolarisation pour le neurone pyramidal, qui donne lieu donc à l'initiation de la CSD. On regarde également l'autre type de mutation qui nous intéresse sur ce canal NAV 1.1, une mutation de type épilepsie. L'effet sur le neurone GABAergique, c'est qu'il soit plus prompt à atteindre un bloc de dépolarisation. Voici les sorties du modèle en fonction de l'input externe, et puis en réduisant le courant transient, on observe plus facilement un bloc de dépolarisation pour le neurone GABAergique, et les sorties du modèle collent bien aux données expérimentales de l'équipe de Massimo. Pour ce qui est du neurone pyramidal, eh bien, ce sont donc ça, c'est les traces en temps du neurone GABAergique, à gauche, à droite, la cellule pyramidale. Condition normale, lorsqu'on réduit le courant sodium transient, on a
le neurone GABAergique qui atteint un bloc de dépolarisation, et ça fait augmenter brutalement la fréquence des spikes pour le neurone pyramidal, et donc on obtient une activité, disons, de type épileptique. Donc en conclusion de cette partie, on a un modèle, encore une fois simple, mais biophysique, qui capture ces deux groupes d'activité pathologique dues aux mutations de NAV1.1, mutation de type Mugren avec un gain de fonction, une accumulation de potassium extracellulaire et l'initiation de la CSD. Ce qui nous a paru intéressant dans le comportement du modèle, c'est que pour le modèle, la fréquence des potentiels d'action, c'est pas forcément l'élément clé, c'est vraiment l'augmentation du potassium extracellulaire. Au niveau du cas mutation épilepsie, on observe une perte de fonction de ce gène qui code pour le canal et un courant sodique transient réduit avec une propension au neurone GABAergique d'atteindre un bloc de dépolarisation plus facilement. Au niveau des perspectives, évidemment, cette hypothèse sur le rôle amoindri, disons, par rapport à ce à quoi on s'attendait de la fréquence des potentiels d'action, c'est une hypothèse intéressante, une prédiction qu'il faudrait tester expérimentalement. On aimerait également réduire ce modèle pour essayer d'en extraire des mécanismes dynamiques liés à ces activités pathologiques dans un cadre minimal. Et puis, on n'oublie pas que la CSD, c'est une onde. On a beaucoup travaillé sur l'initiation, mais cette onde se propage. C'est ça qui lui donne le côté pathologique lié à la migraine. Et donc, on a commencé à étudier une version en espace du modèle et c'est un travail en cours. Donc, pour ce qui est des travaux qu'on a fait, on a une première version du modèle dont je n'ai pas parlé, mais qui a donné un article qui a, disons, initié notre collaboration avec Massimo. Et sur cet article, il y a également Martin Kroupa et Olivier Faugeras, qui a été publié en 2019. Et ce que je vous ai brièvement présenté, c'est la version actuelle du modèle, qui est au cœur de la thèse de Louisiane Lemaire. On est très content de son travail. Elle a obtenu de nombreuses améliorations par rapport à la première version du modèle et également permis de capturer à la fois les aspects CSD et épilepsie dans un même cadre de modélisation. Et ce modèle est plus proche des données expérimentales. L'an dernier, on a soumis un papier. On a participé, disons, à la soumission d'un papier qui est plus expérimental, mais avec une composante de modélisation qui a été organisée par Louisiane. Ce papier est à l'heure actuelle en révision. Et puis, on vient de soumettre un travail plus centré sur la modélisation, mais assez proche également des données expérimentales, et qui est donc un travail important pour la thèse, très important pour la thèse de Louisiane. Voilà, je termine avec les équipes. Vous avez déjà vu l'équipe de Massimo. Voilà les membres de l'équipe MathNeuro qui sont impliqués dans ce projet. Donc, Louisiane, c'est essentiellement son travail que je vous ai présenté. Et elle est en troisième année de thèse à l'INRIA. Elle est co-encadrée par Massimo, Martin Kroupa, qui est donc membre de l'équipe, mais du JAD, et moi-même. Et puis, je remercie évidemment au passage Olivier Faugeras, puisque c'est lui qui nous a présenté, Martin et moi, à Massimo il y a quelques années. Donc, ça a initié notre collaboration. Voilà, je vous remercie de votre attention et je souhaite longue vie à l'Institut Neuromod. Merci beaucoup. Massimo, vous avez un complément ou non? Merci infiniment à tous les deux pour cette présentation. Et... Oui, j'ai envie de dire comment vous avez... qui a eu l'initiative de se rapprocher de l'autre? C'est vous qui avez pensé à vous approcher du mathématicien ou c'est le mathématicien qui est venu vous chercher? Je pense que c'est vous. Non, on s'est rapprochés ensemble, au début avec Faugeras, et après avec des autres, Mathieu, Martin, et était vraiment les moments de le faire. Alors, était une condition mature pour développer des collaborations. Alors moi, j'avais déjà collaboré avec des autres mathématiciens dans le passé. Et on a commencé ici à collaborer et sur les deux côtés étaient prêts pour la collaboration. Mais c'est vrai que les apports des mathématiques à ces recherches dans le champ de la physiologie, de la physiopathologie, c'est pas très vieux tout ça. Qu'on pense à ces ponts entre disciplines qui paraissent tellement éloignées. Je me demande comment vous trouvez le langage commun, parce que vous ne devez pas tout comprendre à ce qu'il vous raconte, et il ne doit pas tout comprendre à ce que vous lui dites non plus. Alors, au début, c'est effectivement pas très facile de se comprendre, surtout d'identifier les choses qui sont intéressantes pour les deux.
Oui. Alors, on travaille vraiment des recherches scientifiques et pas juste une prestation de services. Oui, c'est ça. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Trouver quelque chose qui est intéressant au niveau des de deux les deux points. disciplines. Intéressant comme recherche, vraie recherche scientifique. Après, nous, comme physiologistes, plus ou moins, et neurophysiologistes, on a un historique des modélisation. Alors, vous avez plus je dirais, de facilité, ou en tout cas votre discipline se prête davantage à la collaboration. Oui. Et aussi dans notre parcours, il y a déjà un peu de modélisation et on a quelques bases pour communiquer avec les mathématiciens. On va prendre des questions d'internautes. Il y a une petite question sur Internet qui dit « Assurer un bon fonctionnement des neurones GABAergiques peut résoudre ou diminuer les symptômes du CSD ?» Est-ce que vos modèles peuvent ouvrir la voie à un traitement? Oui, c'est ça. Ah, est-ce que ça... Oui, on attend tout ça, au fond. Hein. C'est quand même le but de vos recherches. Oui, ça c'est le but. C'est effectivement identifier les mécanismes, comme je dis, et développer des traitements. Alors déjà, on pense d'avoir identifié un mécanisme pathologique. Passer du mécanisme au traitement, c'est pas facile. Alors, dans certaines pathologies, il y a déjà des médicaments qui peuvent cibler les mécanismes identifiés. Dans des autres, pas trop. Par exemple, on a identifié l'augmentation des concentrations de potassium extracellulaire comme mécanisme ici. Et il n'y a pas vraiment de médicaments qui ciblent directement cette dysfonction pathologique. Alors, oui, on a des idées, mais ce n'est pas, on va dire, très facile d'identifier quelque chose qui peut cibler directement ces mécanismes pathologiques. Merci. Vous avez utilisé, si j'ai bien compris, dans vos modèles, des modèles un peu plus rares, puisque c'est des mutations qui sont en cause dans ces pathologies. C'est ça? Ai-je bien compris? Oui. C'est ça, hein. C'est pas le modèle le plus classique de cette maladie, autant pour l'épilepsie que pour la migraine. Est-ce que vous n'êtes pas trop éloigné des modèles physiologiques? Comme j'ai dit, on a étudié un système solaire dans une galaxie de pathologies. Oui. Sont des pathologies rares, les épilepsies et aussi les migraines qu'on a étudiées sont rares parce qu'elles sont génétiques. Voilà, c'est ça. C'est pas, par exemple, la migraine courante, c'est pas peut-être quelqu'un ici. Certainement, si on interroge, sûrement. Mais, comme j'ai dit, ce sont des pathologies graves parce que l'épilepsie et la migraine causée par ces mutations-là sont des formes graves. Et quand on étudie ces pathologies-là, on a, comme je dis, la cause déjà identifiée. Alors, on peut vraiment passer de la cause générique au mécanisme pathologique. Et les mêmes mécanismes peuvent être impliqués aussi dans des autres pathologies qui sont plus communes. Peut-être pas la même mutation, mais les mêmes mécanismes pathologiques. Donc, ça peut bénéficier quand même à la pathologie plus large. Oui, alors on a quelques questions de spécialistes. La première est: quelle est l'ampleur de l'implication du déséquilibre dans la fonction GABAergique dans la CSD? Alors pour les initiés, et exclusivement les initiés, c'est un collègue à vous. Tu peux en faire une réponse vulgarisée. Une réponse vulgarisée à cette question. Avant, je dois bien comprendre la question. L'ampleur de la... Comme quoi, c'est pas si simple. Si je traduis de ce que je comprends, ça serait: est-ce que vraiment c'est juste les neurones GABAergiques qui seraient la cause, ou est-ce que ça pourrait être d'autres choses, et à quel point c'est important la partie GABAergique dans tout le mécanisme? Alors, ma version de la question. Bravo déjà. C'est une question qui semble très simple. Alors, la première réponse est oui, sont les neurones GABAergiques. Qu'est les neurones GABAergiques? Les mutations pathologiques, au début de la pathologie, touchent les neurones GABAergiques. Après, on ne sait pas. Parce que quand on modifie quelque chose dans un système biologique, on a des réponses qui peut être des réponses homéostatiques ou des réponses qui augmentent la sévérité de la pathologie. Alors, ça, c'est la cause qu'on a au début.
Après, on peut avoir des autres modifications. On a identifié quelques autres modifications. On n'a pas tout identifié, probablement. Mais la chose qui est certaine est qu'au début, on a cette mutation, ce mécanisme. Après, on peut avoir quelque chose d'autre. Et ça peut être aussi la cause de l'efficacité différentielle des médicaments. Aussi, certains patients répondent aux médicaments et les autres pas, avec les mêmes, par exemple, mutations génétiques, là, parce que certaines ont des modifications qui sont différentes des autres. Merci, je suis désolée, le temps est déjà fini. Merci infiniment, on vous applaudit pour cette très belle présentation et ces efforts de vulgarisation dans les réponses. Le temps que professeur Robert et Valérie Maniera nous rejoignent, vous avez 2-3 minutes de pause, le temps qu'on installe un petit peu leur diaporama. Merci, je vous retrouve tout de suite. Nous sommes ravis à présent d'accueillir Valérie Maniera, psychologue, et professeur Philippe Robert, psychiatre du laboratoire Coptech. Le thème de votre intervention, c'est « Pour fonctionner, le cerveau doit fonctionner ». Et comment peut-on jouer avec le cerveau grâce à tous ces outils numériques qui sont désormais à notre disposition. Donc vous avez pareil, 20 minutes pour nous faire une petite présentation et je pense qu'on aura beaucoup de questions à vous poser. C'est un sujet qui passionne, vous le savez parfaitement. À vous. Merci bien. Ravi d'être ici. Alors j'ai enlevé ma blouse, j'ai enlevé le short que j'utilise pour les réunions Zoom, au cas où il fasse des... et je suis content d'être dans cet amphi. Alors il est quasiment parfait, sauf qu'il y a encore quelques acariens, parce que c'est le printemps. Mais je suis ravi aussi d'être avec Patricia Bourré, que je félicite pour sa médaille d'argent, pour être avec Valéria Maniera qui va ensuite faire la plus grande partie de la présentation, et puis avec Nancy Catan qui, je le rappelle, avant d'être journaliste, était une chercheuse. Voilà. Ceci étant dit, je vais commencer. Alors, habituellement, on termine en montrant l'équipe. Moi, je commence en montrant l'équipe. Alors, l'équipe, pourquoi je veux la montrer avant? Parce que on est un peu au Far West de Neuromod, c'est-à-dire qu'on est, par rapport à la présentation qui vient d'être faite, nous, on est plutôt beaucoup plus du versant clinique. On est beaucoup plus du versant clinique, même s'il y a des ingénieurs, puisque l'équipe est dirigée par François Brémond, moi-même, et prochainement par Florence Askenazi. Et c'est une équipe qui a, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, un de ses objectifs, c'est de mettre en avant l'utilisation des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle pour les troubles du comportement et de la sensorialité. Alors, et ce que je voudrais dire aussi, quand on commence une présentation, habituellement, dans les congrès médicaux, c'est on déclare ses conflits d'intérêts. Alors là, moi, j'ai un gros conflit d'intérêts avec... parce que je m'occupe avec Fabienne Haripin-Longueville de la FRIS. Et il y a un très gros conflit d'intérêts entre la FRIS et Neuromod. Et je suis très content qu'il y ait ce conflit d'intérêts. Parce que là, on partage des choses. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment très important de faire cette relation. Alors, dans l'équipe Coptech, une de nos obligations et de notre intérêt, c'est de mettre en place une plateforme. Mettre en place une plateforme, et j'en viens donc à la thématique d'aujourd'hui, plateforme où il va y avoir, qui est illustrée ici sur cette diapositive, par l'existence très simple de deux salles, une salle où on va utiliser des capteurs et une autre salle où on peut faire de la stimulation et de la réalité virtuelle. Et bien sûr, Valéria Maniera vous en parlera dans la deuxième partie, mais c'est à propos des jeux. Et c'est là que c'est réalisé. Alors, cette plateforme, donc, c'est à la fois pour les jeux et puis c'est à la fois pour les capteurs. Et je commencerai peut-être parce que tout à l'heure, quand on va vous parler des jeux, qui est un peu l'objectif de la présentation, c'est comment jouer avec notre cerveau ou comment notre cerveau joue.
Et donc, avant de parler des jeux, il faut voir la façon dont on travaille. Alors, si on prend l'exemple des capteurs, les capteurs, depuis 4 ans, l'équipe Coptech a utilisé des capteurs qui sont des capteurs audio, l'analyse de la voix, ou des capteurs vidéo, l'analyse des expressions de mon visage. Alors, au bout de ces 4 ans, si on regarde un petit peu dans la dimension cognitive qu'on étudie, on s'aperçoit que on a une validation clinique. On peut utiliser en clinique, en pratique, ce qui est pour nous, notre objectif final, les capteurs audio. Pour les capteurs vidéo, c'est encore de l'ordre de la recherche. Pour la motivation et pour les émotions, qui sont une part importante pour une équipe qui est dévouée à la neuropsychiatrie, eh bien, on est dans le cadre de la recherche clinique en ce qui concerne les capteurs audio et toujours de la recherche un peu fondamentale en ce qui concerne les capteurs vidéo parce qu'on n'a pas encore assez avancé. Et la troisième aspect des choses qui sont étudiées dans l'équipe, c'est les interactions sociales. Et là, eh bien, dans les deux cas, que ce soit pour les capteurs audio ou pour les capteurs vidéo, eh bien, on en est au niveau de la recherche fondamentale, mais il y a un programme important, et j'en profite pour le signaler, s'il y a d'autres chercheurs de neuromode qui seront intéressés, qui est en cours, qui est un programme européen, et qui est dirigé beaucoup par Alexandra Koenig, qui est une chercheuse de l'équipe, et qui s'occupe justement de l'évaluation, de l'utilisation de l'évaluation des capteurs audio et vidéo pour l'évaluation des interactions sociales. C'est quand même fabuleux. Enfin, beaucoup d'entre vous sont en Zoom. Est-ce qu'il est... oui, puisque c'est Zoom, c'est bien ça. Est-ce qu'il est possible d'évaluer, à part pour les écrans noirs, qui nécessitent une interprétation, mais est-ce qu'il est possible d'évaluer un petit peu l'expression des visages comme ça, à distance? Alors, pour venir au sujet du jeu, jouer avec votre cerveau. C'est Valéria qui va vous présenter un petit peu les activités qui sont faites dans le laboratoire. Et moi, je me suis dit, back to basic. Et regardons, quand on parle de jeux électroniques, avant de parler de jeux électroniques, eh bien, il faut parler de jeux de société. Alors, il se trouve que les jeux de société, c'est quelque chose qui nous intéresse en tant que clinicien et en tant que personne. Alors, on a développé un programme de recherche avec une structure qui s'appelle Gaming Lab, qui est pour savoir comment on utilisait des jeux de société avec les sujets âgés. Alors, on a pris 2 jeux qui sont très, très connus, un qui s'appelle le Double et l'autre qui s'appelle le Timeline. Et on a essayé de voir dans une population de sujets âgés quels étaient l'intérêt de ces jeux. Comment on pouvait y jouer et qu'est-ce qu'en pensaient les professionnels. Alors, ça a donné quelque chose qui est que finalement, ce type de jeu est tout à fait utilisable avec des gens qui ont des troubles cognitifs. Encore faut-il les adapter. Comme vous le voyez illustré dans cette image, le Double a dû être adapté, c'est-à-dire qu'on est passé à un modèle où il y avait beaucoup moins de dessins, d'icônes que ceux que vous proposez à vos enfants ou vos petits-enfants si vous avez mon âge. Et donc, il y a des adaptations qui sont à faire. Dans le jeu de Timeline, il y a aussi des adaptations qui sont à faire. Mais que ce type de jeu, il a aussi ce grand avantage, c'est de favoriser les interactions sociales. De favoriser les interactions sociales parce que je suis en face de quelqu'un et qu'il y a une interaction qui se fait en dehors de seulement jouer et essayer de gagner. Alors, dans l'équipe, une des thématiques, c'est la motivation. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu particulièrement que ce type de jeu, de plateau, était très utile pour la motivation. Bon, on est là sur des jeux de table, qu'on aurait pu jouer là-dessus. Qu'en est-il alors, ça c'est mon point de vue. Alors, vous donnez une dernière chose avant de passer à Valéria, c'est les jeux de société, l'art, tout un tas d'outils sont utilisés par les cliniciens depuis 100 ans, plus de 100 ans, pour faire ce qu'on appelle des ateliers thérapeutiques.
Alors on se trouve maintenant à un carrefour où on essaye de mieux en mieux, de plus en plus, d'essayer de donner des recommandations pour l'utilisation de différents outils. Hein, les médicaments, hein, avec le nombre de photos qu'on voit de gens qui ont des vaccins en ce moment, on commence à savoir comment on fait un vaccin. Ben, c'est la même chose pour ce qui est les jeux. Hein. Si on veut les utiliser dans les ateliers, il faut avoir des recommandations. Donc on a mis en place un processus avec Valéria, un projet qui s'appelle AGAP, Art and Game Project, et qui essaye d'évaluer l'intérêt des gens sur l'utilisation des jeux dans les ateliers thérapeutiques pour les seniors. Alors là, vous avez une adresse. Hein, si vous voulez le remplir, il est encore temps de remplir ce sondage, parce que je pense que ça sera très intéressant aussi d'avoir le point de vue, pas seulement d'experts, mais d'un grand nombre de personnes. Alors, je reviens avant de laisser la parole à Valéria, 1246. Alors, on a vu que les jeux de société, moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose d'intéressant. On va voir à la suite du sondage si c'est quelque chose qui est partagé. Et alors, qu'en est-il des jeux qui utilisent les nouvelles technologies ? Alors on a fait deux produits entre guillemets phares, hein, puisque c'est pas des produits bien sûr commercialisés. Hein. L'un qui est une application qui s'appelle Memo, qui est des jeux qu'on peut faire sur Internet et qui permettent d'entraîner la mémoire. Et la deuxième qui s'appelle Xtorp, alors qui est un jeu qui associe activité physique et activité cognitive. Et quand on regarde, au regard de nos trois objectifs qui sont cognition, motivation et interaction sociale, eh bien on s'aperçoit qu'on a réussi à avoir une validation avec des articles scientifiques qui ont été publiés montrant que ce type de jeu a un effet sur la motivation et sur les émotions. On ne sait pas vraiment si cela a un effet sur les cognitions. Et en ce qui concerne les interactions sociales, eh bien on pourrait dire qu'on a un effet pour l'exergame, parce que l'exergame, le Xtorp, où on fait de l'activité physique et de l'activité cognitive, ça nécessite la présence du patient et puis d'un thérapeute. Et là, il y a une interaction qui est importante. Par contre, pour Memo, qu'on joue tout seul devant son clavier, on n'a bien sûr pas d'effet au niveau des interactions sociales. Donc ça, c'est deux des jeux qu'on a mis, qu'on a essayé de développer et qui maintenant fonctionnent et qui fonctionnent en clinique. Alors Valéria, vous allez peut-être plus nous en dire sur l'interaction qui peut se faire avec Neuromod à ce niveau-là. Bonjour à tous. Donc, de mon côté, le professeur Robert nous a raconté un peu et nous a montré qu'aujourd'hui, on peut utiliser les nouvelles technologies et les jeux en particulier pour évaluer et soigner différents types de troubles comme la motivation et les cognitions. Et moi, je voudrais plutôt vous parler du pourquoi les jeux sont si intéressants et si utiles pour les cliniciens. En fait, si on commence par le côté évaluation, là, c'est Platon qui nous a dit qu'on peut en savoir plus sur quelqu'un dans une heure de jeu que dans une année de conversation. En fait, les jeux, par rapport aux tests classiques, papier-crayon, par exemple, permettent de réduire des effets comme l'anxiété et le stress. Et si on peut réduire l'anxiété et le stress, on sait qu'il y a des choses comme, par exemple, les fonctions cognitives comme mémoire et langage qui fonctionnent moins bien quand on est stressé. Donc, ça veut dire que si on arrive à réduire l'anxiété et le stress liés à la prestation, et on peut quand même évaluer ces fonctions cognitives d'une façon moins biaisée. Et en plus, on sait que le jeu, quand on est en train de jouer, les principes à la base, c'est de ressentir du plaisir, de s'amuser. Donc, les cliniciens qui regardent les patients jouer peuvent en fait retirer des choses intéressantes par rapport à ces troubles de la motivation. Est-ce que la personne est encore capable de ressentir du plaisir? Est-ce qu'il est sensible à la récompense qu'elle a? Est-ce qu'il montre un manque d'intérêt ou un émoussement émotionnel? Donc, toutes ces questions, on peut les jeux peuvent nous aider à évaluer aussi ce type de troubles. Après, si on passe vraiment aux jeux vidéo en soi-même, donc par rapport aux jeux classiques,
on peut savoir que le jeu nous permet d'intégrer et de mesurer en même temps une énorme quantité de données et de faire ce qu'on appelle aujourd'hui le phénotypage numérique. C'est-à-dire qu'imaginez une patiente qui joue à un jeu sur tablette. Alors déjà, qu'avec la tablette, on peut collecter tout un taux d'informations par rapport à la performance du sujet. C'est-à-dire, on peut en ligne regarder quelles sont les réponses qui est donné par les sujets, mais aussi mesurer combien de temps, donc tous les temps des réponses, des réactions, et par rapport à ça. Et grâce à des algorithmes, en fait, le jeu peut s'adapter automatiquement aux performances du sujet en temps réel. Ça veut dire qu'on peut évaluer plus rapidement qu'avant, parce que le jeu s'adapte, en fait, selon la performance du sujet. Et en plus, prenons l'exemple d'une tablette, il a plein de capteurs intégrés, la tablette. Donc, par exemple, vous avez un microphone qui peut enregistrer la voix de la personne. Le professeur Robert vous a déjà dit que nous, on le fait dans la pratique. Et en enregistrant la voix, en fait, on peut extraire ce que les patients disent, donc les contenus du discours, mais aussi comment il est dit. Donc, tous les aspects liés plutôt à la prosodie, plutôt qu'à la vitesse des paroles, à la durée des pauses, etc. Et en plus, grâce, par exemple, à la caméra intégrée de la tablette, on peut détecter les expressions faciales et les mouvements oculaires pour voir, par exemple, la direction du regard et les émotions exprimées par la personne, et grâce à des algorithmes automatiques qui tournent derrière. Et on peut aussi imaginer facilement d'intégrer à la tablette des capteurs portés, par exemple les montres connectées, pour analyser en même temps l'activité motrice de la personne qui est en train de jouer, mais aussi, si on imagine à d'autres capteurs, détecter le niveau de stress et l'état émotionnel de la personne. Donc, grâce à tout ça, on peut avoir vraiment plein d'informations complémentaires qu'on n'aurait pas avec une séance de jeu classique ou avec des tests papier-crayon classiques. Après, si on passe rapidement à mieux soigner, donc à la partie prise en charge, c'est George Bernard Shaw qui nous a dit qu'on n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, c'est le contraire, on vieillit parce qu'on arrête de jouer. Donc on sait en fait que le cerveau, on dit parfois qu'il est comme un muscle. Et comme les muscles, en fait, pour travailler au mieux, il faut les faire travailler en permanence. Et on sait tous que si une activité, ça nous plaît, ça nous amuse, on a plus de probabilités de continuer à la faire et de la faire d'une façon répétée et constante que si l'activité ne nous plaît pas. Donc tous les aspects liés plutôt à la motivation, qui on peut activer grâce au jeu, nous permet, si vous voulez, des entraînements qui sont plus sympas et donc nous permet de réduire les nuits, la fatigabilité et de continuer l'activité pour longtemps. Et en plus, là, je vous ai mis un petit cerveau tout seul, mais on sait bien que dans la réalité, le cerveau est dans un corps et que le corps, qu'on est des êtres humains sociaux. Donc, en fait, pour stimuler au mieux le cerveau, en réalité, il faut stimuler en même temps, pas que la cognition, mais aussi l'activité physique et, si possible, dans un contexte émotionnel positif et social positif. Et là, je vous fais voir une petite vidéo, c'est le jeu que le professeur Robert a mentionné avant, X-Torp. Là, c'est un petit jeu de bataille navale, mais vous voyez que la personne, en fait, commande les sous-marins avec les mouvements de ses jambes. Par exemple, il marche sur place pour faire avancer les sous-marins. Et même si pour le moment, là, on est dans un jeu... il y a une personne seule qui joue, on peut facilement imaginer d'avoir, par exemple, des personnes qui regardent. Ça se fait, qu'ils sonnent derrière lui, qu'ils l'incitent, qu'ils les motivent à faire des choses. Et on peut imaginer aussi, ce n'est pas le cas encore de ces jeux-là, mais des versions multijoueurs où on a plusieurs personnes qui jouent entre eux. Donc, on peut simuler, si vous voulez, activité physique, activité cognitive et activité émotionnelle et sociale, tout en même temps. Après, encore une fois, si on passe aux avantages des jeux vidéo spécifiques par rapport même aux jeux classiques qu'on peut avoir, jeux de table, et c'est vrai que les jeux vidéo sont spécialement faciles à personnaliser parce que pas tout le monde aime la bataille navale, on le sait bien. Donc, avec les jeux vidéo, on peut avoir des jeux de bataille navale, mais on peut avoir aussi des jeux basés sur de la cuisine, par exemple. C'est un exemple de jeu qu'on a développé dans notre laboratoire. Et après, grâce à des outils aussi, imaginez par exemple la réalité virtuelle qui nous parle plus, on peut avoir des choses plus immersives et plus proches du monde réel par rapport à des jeux de table.
Aussi, comme on vient de le voir, on peut intégrer à la fois plusieurs capteurs pour avoir vraiment plusieurs mesures complémentaires. Et encore une fois, l'aspect qui est important, c'est que le jeu ça peut s'adapter en temps réel aux performances de la personne. Encore une fois, ça permet d'entraîner plus rapidement et aussi de donner plus de plaisir. Parce que si on fait toujours la même chose, on commence à s'ennuyer. Et là, si à chaque fois on peut changer sur la base de nos performances à nous, ça reste beaucoup plus ludique et beaucoup plus amusant. Et cette logique, en fait, des sujets, c'est à la base de ce que Massimo nous a décrit avant. Donc, c'est vraiment la médecine de précision. Donc, l'idée d'avoir le plus possible d'informations pour améliorer l'évaluation et la prise en charge et la rendre la plus possible personnalisée, justement. Donc, ma dernière diapo, c'est que vu qu'on est là pour inaugurer l'Institut Neuromode, on peut se poser la question de pourquoi les cliniciens et pourquoi pour mieux jouer avec notre cerveau, on a besoin de la modélisation et de l'intelligence artificielle. Il y a bien sûr plusieurs raisons, mais déjà, nous, comme cliniciens, vous avez vu que grâce aux jeux vidéo, par exemple, et à nouvelles technologies en général, on se retrouve avec vraiment beaucoup de données potentielles. Ces données sont pas, on n'a pas souvent l'habitude de les avoir disponibles, donc on ne sait pas forcément comment les interpréter, comment les utiliser dans la pratique clinique. C'est des données souvent hétérogènes entre eux, donc on a du mal à les analyser tout ensemble. En fait, on a plutôt tendance à les regarder comme des aspects séparés. Et bien sûr, on vient de voir qu'on a beaucoup d'intérêt à les analyser en temps réel. Donc vous voyez qu'avec ce cadre, c'est plutôt clair que pour avancer dans la recherche et pour aider la clinique, comme clinicien, on a vraiment besoin d'une interaction au quotidien avec des personnes qui s'occupent de modélisation et d'intelligence artificielle. Et donc, en fait, pour exemple, l'intelligence artificielle et la modélisation peuvent aider les cliniciens déjà à identifier quels sont les paramètres les plus pertinents à analyser, de nous sortir des pistes des paramètres pertinents, nous permettre de les extraire et de les analyser automatiquement et si on y arrive en temps réel, quand on a les patients devant, nous permet d'intégrer avec des modèles plus complexes, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous, comme cliniciens, des données hétérogènes différentes tout ensemble pour ressortir des modèles à la base qui sont plus parlants. Et surtout, une des rôles, en fait, c'est d'aider les cliniciens à comprendre cet ensemble de chiffres qui ne nous parlent pas forcément, donc nous aider à les mettre dans un langage qui pour nous soit informatif et compréhensible. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on vous applaudit. Merci infiniment. On a peu de temps, mais on a quand même le temps de prendre quelques questions. Une première question d'un internaute. J'y vais. Alors, nous, en fait, les types de jeux que je vous ai montrés, on les utilise plutôt, Philippe et moi, on travaille tous les deux dans un centre pour les maladies neurodégénératives. Donc, c'est plutôt les maladies du vieillissement sur lesquelles on travaille. Mais c'est vrai que, comme le professeur Robert vous a décrit au début, les centres de recherche et aussi à une partie pédopsychiatrie. Donc, on développe aussi des jeux similaires pour les enfants, par exemple avec autisme ou d'autres pathologies. Il y a un jeu, par exemple, qui s'appelle Jeu Mime, qui a pour objectif d'essayer, pour les enfants autistes, de favoriser l'expression par la mimique. J'ai remarqué, enfin peut-être ai-je mal compris, mais il y a des jeux qui vous permettent de poser des diagnostics, de défauts de motivation et autres, et il y a des jeux qui sont plutôt à vertu, je dirais, thérapeutique, entre guillemets, ou de stimulation. Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'il peut s'agir des mêmes? La réponse est on peut faire des choses différentes. Il y a, par exemple, on a un jeu qui s'appelle le jeu d'intérêt, où on vous raconte, on vous propose différentes catégories d'intérêt, on vous demande si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. Ça, c'est purement pour l'évaluation. Mais on s'aperçoit que à la fin du compte, c'est bien aussi d'en faire aussi un outil thérapeutique. C'est-à-dire que si on rajoute à ça, ben voilà, ça me plaît de voir cette magnifique photo de Nancy Caton-Dorny ce matin, ça me rappelle quand elle travaillait
voilà, ça me fait faire un travail de réminiscence. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à un moment de coupler évaluation et stimulation. Alors après, on a deux questions qui sont un peu couplées. Il y a d'un côté quelqu'un qui se demande et si la personne n'a pas d'intérêt pour les jeux, comment ça se passe? Et de l'autre côté, pour les enfants, est-ce que c'est pas problématique d'exposer trop les enfants aux jeux vidéo? Donc, alors, c'est vrai que ça, c'est une question qu'il nous pose souvent. Et moi, quand j'ai commencé à travailler avec Philippe, honnêtement, je me posais la même question sur la personne âgée. Je me disais surtout, ça ne va pas marcher avec des personnes âgées. Oui. Elles ne sont pas familières des jeux, quoi, pas du tout. Ils ne sont pas familiers. En fait, ça m'a étonné que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui n'aime pas les nouvelles technologies, quelqu'un qui déteste les jeux, mais la plupart, si on leur demande d'essayer, même s'ils nous disent « moi, je déteste les nouvelles technologies, ça ne me va pas du tout », à la fin, ils s'accrochent quand même. Ils aiment bien. Le fait de tester quelque chose de nouveau, c'est quand même plutôt bien. Ouais, et puis il ne faut jamais dire jamais, c'est-à-dire que les sujets âgés, on dit qu'ils n'aiment pas les jeux, pourtant la belote, moi j'ai vu mes grands-parents qui y jouaient, donc c'est tout à fait possible. Et puis, quand il y a quelqu'un qui n'aime vraiment pas les jeux, eh ben à ce moment-là, on essaie de trouver autre chose. C'est pour ça qu'on a fait un programme qui s'appelle Art et Santé, où on essaye de proposer aux gens de l'activité artistique. Et en ce moment, il y a des ateliers qui sont réalisés, mais on ne peut pas recevoir les gens et l'artiste en même temps, on les fait par Zoom. C'est un artiste, alors Laurent Tam, qui fait ça, qui fait faire de la musique aux gens par Zoom. C'est encore mieux que ce que vous faites ici à Neuromode. Non, c'est pas possible. On a presque fini. Alors, une toute dernière question courte et une réponse courte. Je crois que tu me faisais signe. Des gens se posaient des questions par rapport Attends, plus près, le micro. Des gens se posaient des questions par rapport aux protections des données. Est-ce que c'est problématique? Protection des données, c'est un point important. C'est vrai que la grosse partie des choses que je vous ai montrées, on est dans la recherche. Donc là, vous savez qu'on passe de gros protocoles éthiques où on assure, en fait, on déclare où toutes les données sont enregistrées, donc sont vraiment bien protégées. C'est vrai qu'on peut se poser la question, dès que ça devient dans la pratique courante, comment on va faire? Mais il y a tous des protocoles étudiés, il y a des gens qui travaillent exprès sur ce type de thématiques pour protéger bien les données personnelles des personnes. Merci infiniment, je suis désolée, le temps file, on n'a pas beaucoup plus de temps pour les questions. Si on n'a pas pu répondre à toutes, on vous les transmettra, ce sera très aimable à vous. On vous applaudit encore et on fait 15 petites minutes de pause avant de retrouver encore une intervention passionnante d'Ingrid Bettus et de Monsieur Bouzy. C'est ça. Merci, à tout de suite. Alors, merci tout d'abord aux organisateurs pour nous permettre de présenter ces travaux. Un des défis actuels d'amélioration de la compréhension des mécanismes d'apprentissage en intelligence artificielle et en intelligence naturelle, telle qu'étudiée en neurosciences, est d'établir un lien, en fait, entre, je dirais, les niveaux comportementaux et le niveau neuronal. Alors plus pratiquement, comme vous allez le voir à travers les différentes expériences que nous traitons, prenons l'exemple d'une souris, comme vous allez le voir, qui effectue un comportement de navigation dans un labyrinthe. Eh bien, ce comportement peut être décomposé en un ensemble de processus cognitifs. Ces processus cognitifs au sens large, ça peut être des processus traitant de la mémoire, des processus décisionnels, de planification. Et pour chaque processus cognitif, on peut avoir une incarnation sur un réseau neuronal et une étude de l'activité neuronale. Et la difficulté, en fait, le premier défi... C'est bon. Le premier défi que l'on va avoir sur l'identification, en fait, le lien entre ce comportement et les réseaux neurones, c'est de travailler sur l'identification des processus cognitifs, puisque, comme on le dit souvent entre nous, on ne sait pas, par exemple, dans notre expérience où on a un rat dans le labyrinthe, à quoi, à un moment donné, pense le rat. On a énormément de bruit dans notre signal, c'est-à-dire que le rat peut avoir un processus d'anticipation, penser à vouloir obtenir une récompense, ou il peut penser
qu'il est content de sortir de sa cage et qu'il veut gambader et pas automatiquement aller chercher sa nourriture. Et vous allez voir que nous avons énormément de bruit dans ces signaux. Et donc la difficulté réellement est d'identifier, d'une part, le premier défi est d'identifier ces processus cognitifs. Et puis le deuxième défi sur lequel nous travaillons, c'est d'identifier ces processus cognitifs durant un apprentissage. Alors, le lien entre intelligence artificielle et intelligence naturelle telle que étudiée en neurosciences cognitives, il faut savoir que la plupart des algorithmes d'intelligence artificielle que nous utilisons sont inspirés des neurosciences cognitives et les neurosciences cognitives continuent d'inspirer en fait ces algorithmes dits usuels pour la conception de nouveaux systèmes artificiels correspondants. Alors on va travailler par exemple à l'amélioration de caméras et de l'identification de visages dans des caméras grâce à des mécanismes qui nous semblent plus plausibles, du moins bio-inspirés plutôt. On va travailler à l'amélioration du processus décisionnel, de l'autonomisation du processus décisionnel dans des robots. Donc ça, c'est pour le lien entre, depuis les neurosciences jusqu'à l'intelligence artificielle. Et puis, inversement, on a un lien entre l'intelligence artificielle et les neurosciences, c'est-à-dire comment l'intelligence artificielle et les algorithmes peuvent aider à traiter, à analyser des données expérimentales qui sont issues des expériences de neurosciences cognitives. Et donc là, on essaie d'aller encore plus loin en concevant en fait une intelligence artificielle, en la repensant, en repensant les algorithmes usuels tels que développés actuellement, comme un outil conceptuel qui va nous aider en fait à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et puis le fonctionnement cognitif. Alors que cherche-t-on en biologie, pas de manière générale, mais pour le cas qui nous intéresse ici, on cherche à mieux comprendre ce lien entre la cognition et les différents mécanismes cérébraux, comment l'un permet d'expliquer l'autre. Et pour cela, on s'appuie sur un ensemble de mesures. Et le premier appareil de mesure que l'on peut avoir, c'est, comme on le voit ici, l'EEG, qui va nous fournir un ensemble de mesures qui ne sont pas assez précises, qui sont très globales quant à l'activité du réseau et du cerveau sous-jacent. Alors on peut avoir des mesures qui sont plus précises en utilisant des électrodes profondes. Et donc on va avoir la dynamique de manière précise de l'activité de chaque neurone. Par contre, ce sont des données, on va pouvoir avoir peut-être au mieux une centaine de neurones lorsque l'on mesure in vivo, c'est-à-dire en temps réel au sein de l'animal lorsqu'il effectue un comportement, et dans notre cas l'apprentissage d'un comportement. On aura une centaine de neurones sur des millions, voire des milliards de neurones. Et donc la question, donc on n'a pas accès non seulement à l'activité de l'ensemble des neurones, et puis on a encore moins accès en fait aux connexions anatomiques à l'intérieur du cerveau. Donc à l'heure actuelle, il est impossible, enfin il est très difficile en toute généralité de faire un lien entre le codage neuronal et le comportement. Donc il y a énormément de difficultés, qu'elles soient mathématiques, algorithmiques, et d'autant plus au cours de l'apprentissage, puisqu'on va passer de mécanismes qui vont de la milliseconde jusqu'à des jours entre les différentes sessions d'apprentissage. Donc pour cela, une des solutions et une des premières approches, qui est la solution que l'on explore, c'est de mettre au point de nouveaux algorithmes qui vont nous permettre d'utiliser en fait l'automatisation des ordinateurs, parce que l'informatique, c'est le traitement automatique de l'information, et donc on va essayer de tester automatiquement l'ensemble des configurations possibles, des liens possibles, par exemple, entre neurones, modulo, enfin à travers un ensemble de modèles mathématiques qui semblent cohérents avec les hypothèses de départ. Et puis on va pouvoir tester aussi l'ensemble des processus cognitifs qui paraissent être la solution lors de l'apprentissage. Donc c'est utiliser l'informatique afin d'aider à un moment donné à affiner les hypothèses biologiques de ces mécanismes d'apprentissage et de ces mécanismes neuronaux. Alors, comme on peut le voir ici, il y a un lien entre les comportements qui sont étudiés donc sur la gauche par Ingrid
et les sciences comportementales en neurosciences cognitives, et le codage neuronal, en fait, la corrélation, l'influence de l'un vers l'autre est pris en compte à travers l'informatique, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir un peu les corrélations qu'il existe entre l'activité neuronale et les différents comportements effectués, et puis ce lien entre informatique et mathématiques, il ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'on a besoin des statistiques pour faire un lien sur les données réelles, et puis on a besoin des statistiques pour comparer les différents algorithmes d'intelligence artificielle entre eux, et pour voir quel algorithme, par exemple, est le plus proche des données réelles. Ensuite, pour le lien entre l'informatique et les neurosciences cognitives, il y a une difficulté ou du moins un avantage d'un travail réellement transdisciplinaire où au départ il va falloir réfléchir sur les capacités de la modélisation informatique à traiter de l'apprentissage artificiel et à faire ce lien entre l'apprentissage artificiel et l'apprentissage biologique pour pouvoir mettre au point de nouvelles expériences. Et donc au final on a bien cette corrélation et en fait l'informatique qui devient le chef d'orchestre de la comparaison du comportement et du code neuronal. Donc, on l'a bien compris, il y a des outils et des objectifs qui sont au départ différents, mais on dégage un but commun et une complémentarité des outils. Donc, en biologie cognitive, l'objectif de mesurer cette activité neuronale est de partir en fait des régions cérébrales particulières, de leur comportement, afin de mieux expliquer la responsabilité de ces régions par rapport à des comportements. Et la difficulté, c'est qu'on n'a pas de moyen d'étudier cela dans le temps, hein, c'est-à-dire de manière dynamique. Et on va utiliser l'informatique pour faire cette étude dans le temps, et ensuite les statistiques et les mathématiques pour être en lien avec ces données réelles. Donc on le voit, chaque discipline en fait va permettre de solutionner le problème d'une autre discipline et au final de pouvoir mieux étudier la dynamique de l'apprentissage depuis l'activité neuronale jusqu'à l'activité comportementale à travers différents apprentissages. Alors je vais passer la parole à ma collègue, neuroscientifique, qui va vous décrire les expériences en biologie, donc in vivo, hein, de souris ou de rats, donc de rongeurs, et qui va vous parler aussi, je laisserai parler des expériences in silico, c'est-à-dire les simulations qui ont été effectuées des modèles mathématiques et informatiques. Merci Alexandre. Donc comme vous disiez Alexandre, on a un but commun finalement avec des outils qui sont différents. Et Nancy nous posait la question tout à l'heure, je crois à Massimo Mantegazza, comment vous avez appris à communiquer? C'est la chose la plus dure. Vous imaginez, alors moi j'ai des informaticiens et mathématiciens qui m'expliquent donc les mathématiques pour les nuls, moi la biologiste, et vice versa. Donc on est obligé d'apprendre à communiquer. Et c'est aussi le défi de Neuromode aujourd'hui, parce que je pense que grâce à notre communauté interdisciplinaire, on arrive de mieux en mieux à se comprendre les uns et les autres et à travailler ensemble, ce qui est le but de Neuromode. Alors pour revenir sur la biologie cognitive, en effet, comme vous disait Alexandre, nous allons utiliser le modèle animal et vous n'êtes pas sans savoir, maintenant je pense que tout le monde après cette journée a compris que nos comportements sont issus de l'activité de nos neurones, c'est-à-dire les principales cellules, alors bien sûr il y en a d'autres hein, dans notre cerveau, mais qui en s'activant, donc il va y avoir une activité électrique, vont nous permettre d'avancer, de bouger, mais également de réfléchir ou de prendre des décisions. Donc le dispositif est le suivant. On va en fait mettre en place un comportement d'apprentissage où l'animal va être de manière parallèle, on va implanter en fait des électrodes profondes, comme vous a dit Alexandre au préalable, qui vont enregistrer cette activité électrique d'une population de neurones. Donc c'est ce que Alexandre vous disait au début, c'est-à-dire que l'avantage en fait de l'animal, c'est que l'on va pouvoir
enregistrer une faible quantité de neurones dans un lieu précis, et c'est pour ça que on va pouvoir s'intéresser à 10 différentes régions cérébrales. Et à l'inverse, l'EEG chez l'humain va vous faire un enregistrement global. Mais au niveau donc précision spatiale, ça va être beaucoup plus difficile. Donc les deux, en fait, vont interagir et c'est pour ça qu'ils sont complémentaires. Alors, juste pour vous faire voir le type de tâche que l'on fait sur l'animal, voici une petite animation. Donc ici, au niveau de mon labyrinthe, vous voyez une petite souris qui va passer par l'allée centrale, va tourner à droite, obtenir une récompense, et dès qu'elle a mangé cette récompense, elle doit revenir et alterner. C'est ça la tâche d'alternance continue du labyrinthe en T. C'est-à-dire qu'elle doit apprendre que si j'ai été à droite au préalable, je dois, par le bras central, aller ensuite à gauche. Donc, ce que va faire la souris, c'est qu'elle va apprendre cette tâche et on va enregistrer simultanément les neurones dans des régions cérébrales et voir comment ces neurones codent entre eux et s'ils sont responsables d'un comportement. Alors Alexandre vous disait, grâce en fait à l'informatique et effectivement aux statistiques, on va pouvoir avoir des approches qui vont être différentes, mais pour ce but commun qui est quand même comprendre les mécanismes cérébraux à l'origine de l'apprentissage. Alors ici, je vais vous présenter les outils informatiques. Donc, en informatique, comme vous disait Alexandre, on va utiliser la puissance de l'ordinateur pour calculer. Calculer, c'est-à-dire utiliser des modèles. Alors, on peut avoir des modèles par renforcement, ce qui est classique au niveau de l'apprentissage, et puis de nouveaux modèles. Ici, vous allez voir, je vais vous présenter donc 2 modèles. Un qui est en vert et un qui est en orange, d'accord? Et en fait, ces courbes-là, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous donnent un petit peu la dynamique du comportement de l'animal au cours de cet apprentissage. Donc en fait, en noir, vous allez voir les données réelles issues des données comportementales, c'est-à-dire est-ce que l'animal a tourné à droite, à gauche, quel est le choix qu'il a fait. Et puis ensuite, on va appliquer des modèles informatiques et voir finalement si nos données réelles sont assez proches des modèles informatiques, et c'est nos modèles informatiques qui vont prédire finalement quel est le type de comportement que va avoir nos animaux. Parce que là, regardez, nous avons 2 types de modèles. Un modèle qui va définir ce qu'on appelle des chemins. Exemple, ici, vous le voyez sur le petit labyrinthe, vous avez 2 parcours, un chemin bleu, excusez-moi, et un chemin rouge. Donc, ce sont 2 chemins, d'accord, et on peut partir du principe que finalement, l'animal apprend sur la base de ces chemins. C'est-à-dire qu'il ne va pas choisir à chaque intersection, est-ce que je vais à droite, à gauche ou tout droit? Non, il va avoir une stratégie globale qui va l'amener à un point qui est son but. Donc ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est celui dont je viens de parler. C'est qu'à chaque point d'intersection, là, il va se dire, alors, maintenant, où je vais? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je vais en face? Mettons, s'il est ici, il a 2 options, remonter par l'allée centrale ou bien aller en face. Et lorsqu'il est à ce point de choix-là, il peut aller à droite ou à gauche. Donc, on a un modèle que l'on va appeler par virage, parce que finalement, à chaque intersection, il va faire un virage. Et puis, un modèle global par chemin. Ici, on voit en l'occurrence, dans nos premières données et nos données préliminaires que l'on a obtenues, on voit qu'effectivement, notre modèle a l'air de plus correspondre à un modèle par virage. Ça voudrait dire que l'animal, finalement, va faire un choix à chaque fois qu'il y a une intersection, plutôt qu'un modèle global. Et on va voir si, finalement, au cours de l'apprentissage, cela évolue. Alors, je profite de cette occasion pour aussi remercier Ashwin James, qui est doctorant de l'Institut Neuromod, si on peut dire, et qui est dirigé par Alexandre et moi-même sur cette thèse et a été financé par le 3IA. Donc là, je vous ai informé l'apport, je vous ai décrypter l'apport de l'informatique. Et maintenant, quels vont être les apports au niveau mathématique? Alors ici, j'aimerais tout particulièrement et chaleureusement remercier Patricia, notre fidèle collaboratrice ici présente, qui est elle-même statisticienne. Alors, elle a des outils fantastiques, comme par exemple un outil qui va me permettre, alors je vais vous l'expliquer comme moi je le comprends en tant que biologiste. Vous voyez les petits cercles qui sont représentés ici, ils vont représenter des neurones individuels, d'accord? Donc on peut avoir des neurones, d'accord, qui sont nommés 0, 1, 2, etc.
Donc elle les met sur ce cercle virtuel. On peut avoir des neurones également artificiels, comme notamment on va ajouter des neurones qui vont correspondre à un comportement. Je tourne à droite, je tourne à gauche, ou bien j'ai une récompense. Vous vous souvenez, sur le labyrinthe, on avait des points où on devait faire un choix, et puis on avait des points où on obtenait la récompense. Et puis, grâce aux outils statistiques, grâce aux mathématiques, elle va pouvoir regarder l'interaction entre neurones et également l'interaction entre neurones et comportement. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir me prédire, est-ce que ce neurone va s'activer à chaque fois, par exemple, que l'animal tourne à droite? Ou bien, est-ce que le fait de tourner à droite prédit l'activité de ce neurone? Et c'est ainsi qu'on va en fait fabriquer un graphe d'interaction, un graphique d'interaction qui va traduire par ces différents traits les interactions entre le comportement et les neurones, ou bien de neurone à neurone. Alors, si vous regardez en détail sur ce graphique, vous voyez qu'il y a un sens de flèche. Donc, on va pouvoir également prédire quels sont les neurones qui vont interagir et quel est le neurone qui va parler au suivant pour lui dire « toi, tu fais ça » et ensuite le suivant va faire ça et ainsi de suite. On voit également la même chose au niveau du comportement. Et puis, je ne vous ai pas précisé que le comportement que je demande à mon animal, cette alternance droite-gauche, en fait, il le fait sur une session de 20 minutes. Donc, on va enregistrer une succession d'essais, d'accord? Et donc, au fur et à mesure, on peut voir si finalement ces neurones qui dialoguent entre eux, cette connexion, cette interaction se renforce. Et ceci est traduit par l'épaisseur du trait. Vous voyez ici, plus nos neurones communiquent entre eux ou plus un comportement prédit l'activité de mon neurone, plus la force d'interaction est grande et plus mon trait est épais et représenté ici. Donc, ces outils nous donnent une force considérable parce que l'on va pouvoir aller à l'échelle microscopique, essayer de comprendre comment fonctionnent ce que l'on appelle vraiment les réseaux de neurones sous-jacents. Donc, alors que l'EEG va nous donner une mesure globale, très difficilement au niveau spatial, on n'arrive pas à retrouver vraiment le centre au niveau spatial, mais là, au niveau microscopique, on va pouvoir en fait développer ce genre de réseau. Donc ce sont vraiment des outils qui nous ont énormément aidés et d'ailleurs donc nous avons parmi nos données préliminaires réussi à prédire en fait l'apprentissage du comportement à partir des interactions neuronales dont je vous parlais juste au préalable. Et puis grâce à des nouvelles classes d'algorithmes en intelligence artificielle, je vous parlais du modèle virage, je vous parlais du modèle chemin, eh bien on voit que on a de nouvelles hypothèses en termes d'apprentissage, c'est-à-dire que jusqu'à présent effectivement on parlait des algorithmes par renforcement où finalement l'animal apprenait parce qu'il était renforcé et c'était un conditionnement assez classique finalement, un peu de style pavlovien où j'ai la récompense donc je poursuis mon comportement. Là non, c'est quelque chose de plus élaboré où effectivement il y a une stratégie spatiale, cognitive d'approche au niveau de la récompense. Et enfin notre dernier but, ça va être de réunir à la fois cet apport de l'informatique et des modèles qui vont nous dire quel type de comportement, quelle prédiction on pourrait avoir au niveau de l'apprentissage et d'y intégrer maintenant la connectivité neuronale. Donc on va avoir plusieurs échelles, on va avoir la connectivité neuronale avec le sous-réseau, et puis ensuite on va avoir l'intégration au niveau informatique, et cela devrait nous aider à comprendre les mécanismes qui sont derrière l'apprentissage, les mécanismes biologiques, mais également des cours temporels au niveau des différents choix que fait l'animal. Donc voilà, je terminerai là-dessus et j'aimerais remercier alors tout d'abord mon équipe de l'IPMC et précisément Hélène Marie qui m'a soutenue dans ce projet. J'aimerais également remercier Maxime Villet qui est mon étudiant en thèse qui a contribué à cette présentation et je vous invite d'ailleurs à aller voir son poster Dynamique cachée de la mémoire où il y a une petite vidéo sur le site de Neuromod. J'aimerais également remercier Jacopo Baldi qui est étudiant en Master 2 qui fait partie de l'Institut Neuromod également et je tenais à préciser que
puisque Maxime d'ailleurs a eu une bourse Neuromode. Et puis ce travail n'existerait pas sans deux personnes que j'aimerais remercier chaleureusement, Francesca Sergolini du LNC de Marseille et Patricia Reynaud-Bourré qui est ici présente. Et enfin, notre étudiant doctorat que nous avons en codirection avec Alexandre qui a eu une bourse 3IA et puis tous les organismes qui nous ont financés. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment pour cette belle présentation. Et puis c'est vraiment un plaisir de voir ces trois disciplines se rencontrer. C'est vrai que c'est impressionnant. Et on voit les apports de chacune à l'autre, quoi. Ça doit être un vrai bonheur de travailler après que vous ayez trouvé un langage commun. J'ai bien aimé l'informatique pour les nuls, les maths et les stats et la bio pour les nuls. Enfin, vous devez bien vous amuser avec ça. Peut-être une petite question de néophyte, le temps que Patricia remonte les questions des internautes. On a envie de... Est-ce que vous travaillez aussi sur des modèles pathologiques avec des troubles du comportement pour essayer un peu de corréler avec les résultats que vous observez d'un point de vue stat et... Alors c'est l'idée, effectivement. Comme vous le voyez, j'appartiens à l'institut où Massimo effectivement travaille, et c'est un institut de neuropathologie aussi. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire de comprendre les mécanismes physiologiques normaux pour arriver ensuite à pouvoir traiter et réparer éventuellement ces mécanismes dysfonctionnels, l'ordre de troubles. Donc ça peut être, moi dans mon équipe on travaille sur Alzheimer, mais ça pourrait être l'épilepsie, ça pourrait être de l'autisme, une forme de... Parce que pense aux troubles d'apprentissage et des comportements. Tout à fait. La signature commune, c'est l'activité en fait des neurones au sein de ce réseau. Donc à partir du moment où on comprend comment est dérégulée cette activité, eh bien on peut déjà engager la possibilité de prévenir ou même de réparer. Très bien. Une question d'Internet. Il y a beaucoup de questions techniques. On va peut-être commencer par les questions pas trop techniques. Est-ce qu'il y a un effet de fatigue de l'animal et est-ce que il est visible sur les résultats? Alors, je vois que quand l'animal se fatigue. Ça, c'est pas technique par rapport aux autres. Un effet de fatigue, alors je n'ai pas précisé au niveau technique, c'est 20 minutes. L'animal, en fait, qui en milieu, en laboratoire, a une vie qui est un peu appauvrie. Donc le fait de le stimuler par le fait de faire une tâche, il adore ça. Donc finalement, ils sont chaque jour prêts et déterminés à sortir de leur cage pour faire leur expérience. Un regain d'énergie, quoi. Exactement. Donc la fatigue, non pas sur une distance courte comme ça, on la voit pas. D'accord. Une autre question ou... Oui, alors... Plus technique, est-ce qu'un modèle comme C-Elegance serait serait trop simpliste pour étudier l'apprentissage? Qu'est-ce que vous appelez exactement apprentissage? Alors dites-nous ce que c'est. Voilà. Enfin, un modèle de C-Elegance déjà, c'est un ver de terre, hein, pour faire simple. Alors maintenant, on a de très bons modèles au niveau zebrafish, donc c'est carrément des poissons qui finalement aussi on a vu, hein, avaient la capacité d'apprendre. Mais je crois que pour rebondir, alors C-Elegance doit avoir aussi. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Après, je ne sais pas trop comment lui mettre des électrodes profondes, mais bon, on peut envisager. Par contre, je pense que c'est le terme d'apprentissage qui est intéressant. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rebondir, Alexandre, là-dessus. Non, mais déjà, là, je te repose la question. Est-ce que C-Elegance est capable d'apprendre? Oui, je pense que c'est ça qui est caché derrière la question. Est-ce que tu es capable, parce qu'en fait, on a une grosse difficulté sur la mise au point d'expériences communes entre l'informatique et la biologie, c'est à un moment donné les limites d'apprentissage des animaux. C'est-à-dire que des fois, nous, on aimerait bien avoir telle et telle expérience, et puis là, Ingrid dit non, mais là, il va me falloir 3 jours par animal pour lui apprendre la tâche, ça va pas être possible. Donc là, la première question, c'est voilà, est-ce que C-Elegance est capable d'apprendre, quoi? Est-ce que tu serais capable de faire apprendre C-Elegance? Alors, elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Non, en fait, je pense qu'il faut revenir sur la question de qu'est-ce qu'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est vaste. C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire un cours sur la mémoire, mais la mémoire va de quelque chose de très simple à... on en parlait au tout début de la journée sur l'habituation. C'est un type de mémoire, finalement, l'habituation. Donc, on a des mémoires très simples comme ceci, où on va avoir de la sensibilisation ou de l'habituation sans même en avoir conscience. Hein, donc, où des animaux très primitifs arrivent aussi. Je vois quand on peut parler de l'aplysie de Candel, hein, qui a eu d'ailleurs un prix Nobel avec son aplysie qui était un mollusque marin. L'aplysie était capable d'apprentissage de ce type. Donc c'est tout à fait
plausible. Après, effectivement, on est chez le mammifère et le rongeur, on a vu qu'on avait des structures cérébrales qui étaient quand même communes, que l'on partageait, et des aspects cognitifs que l'on partage aussi en termes décisionnels, en termes d'apprentissage, de conditionnement, etc. Donc, effectivement, nous, on va être plus intéressés, par exemple, à un modèle plus évolué mammifère sur l'apprentissage. Malheureusement, on arrive déjà, on nous fait des grands signes, on est déjà arrivé au terme de cette intervention et des questions-réponses. Mille merci. Si d'autres parviennent, vous essaierez d'y répondre. C'est extrêmement gentil. On vous applaudit. Merci infiniment. Et on vous retrouve dans 2-3 minutes pour une des dernières interventions avant le grand final avec le neurochirurgien Fabien Almerac. Donc on vous retrouve dans 2-3 minutes. N'hésitez pas à poser des questions pendant ce laps de temps et à visiter le site. Vous y trouverez plein de choses intéressantes. À tout de suite. Nous sommes ravis à présent d'accueillir le docteur Fabien Almerac, neurochirurgien au CHU de Nice, Théodore Papadoulou, chercheur à l'INRIA, à Sofia également, et malheureusement elle n'a pas pu être parmi nous, Maureen Claire, mais j'imagine que vous allez évoquer aussi une part de son travail, avec ce titre très modeste, Rencontre au sommet entre cerveau et électrode. Vous avez intérêt à ce que ce soit à la hauteur du titre, mais j'ai aucun doute là-dessus. Donc 20 minutes et 5 minutes de questions ensuite. Même tarif pour tout le monde. Merci. Donc je vais d'abord faire un bref message de la part de Maureen qui malheureusement n'a pas pu être avec nous. Donc Maureen est la directrice du centre INRIA Sofia Antipolis et elle regrette de ne pas pouvoir être présente pour cette inauguration, puisqu'elle a quand même beaucoup œuvré pour cet institut. Donc l'Institut Neuromode, ce sont ces mots, hein. L'Institut Neuromode est une fierté pour notre site INRIA, et INRIA y apporte et apportera tout son soutien. L'INRIA est convaincu que la recherche en neurosciences ne peut se passer de modèles mathématiques et de simulations numériques, et que ces modèles et ces simulations doivent être élaborés en collaboration, en close connection, en relation étroite avec des biologistes, des cliniciens et des psychologues. La structuration de la communauté s'est faite petit à petit, à partir d'une vision de la part de Patricia, de Olivier Faugeras, qui a été mentionné plus tôt, et d'autres, et quelques autres, à partir de 2013, avec d'abord, comme Patricia l'a évoqué tout à l'heure dans son discours, l'axe interdisciplinaire de l'université, puis en 2016, à partir du programme structurant du CA JEDI, pour enfin aboutir à l'Institut Neuromode d'Université Côte d'Azur, qui est un cadre idéal pour les échanges entre disciplines et qui va décupler nos forces dans ces domaines-là. Et puis, il faut dire aussi que Maureen est à la base des recherches qu'on va évoquer ici. Et donc, elle aurait voulu introduire le sujet. Et voilà, elle n'aura pas pu le faire, mais je suis sûr que Fabien va complètement prendre le relais et introduire tout ça. Merci Théo. Bonsoir. Donc nous allons aborder un protocole et un projet, même 2 projets, dont un qui est terminé, qui symbolise parfaitement et qui représente complètement la collaboration que l'on a entre le service de neurochirurgie, de neuroimagerie du CHU de Nice et l'équipe Athéna de l'INRIA, avec les spécificités propres à chacun qui ont permis à ce projet de voir le jour et d'aboutir. Avant d'en arriver au projet, il faut expliquer pourquoi on a fait ça, chez qui. Donc déjà, on va aborder la chirurgie des tumeurs cérébrales. Qui on opère? Quels sont les patients que l'on opère? Ce sont des patients qui ont soit une métastase cérébrale, c'est le plus fréquent, c'est-à-dire des patients qui ont un cancer, par exemple, comme ici, du poumon, avec une cellule qui est allée se localiser au niveau du cerveau et qui s'est développée, qui a formé une tumeur.
soit ce sont des patients qui ont un gliome. Les gliomes sont des tumeurs de la glie, c'est un constituant du cerveau entre les neurones. Ce sont donc des tumeurs primitives qui évoluent progressivement, enfin plus ou moins progressivement en fonction du degré d'agressivité, et qui envahit le cerveau de proche en proche. Bien sûr, on opère des patients qui ont d'autres lésions cérébrales, mais les deux plus fréquentes sont celles-ci. Sur le plan chirurgical, les métastases sont des tumeurs plutôt bien limitées, avec une limite qui est visible et palpable entre la tumeur elle-même et le cerveau autour. Ce sont des tumeurs qui peuvent être plus ou moins grosses, plus ou moins volumineuses, et situées dans des zones parfois difficiles d'accès parce qu'elles sont profondes dans le cerveau ou dans des zones dites fonctionnelles, c'est-à-dire importantes pour une fonction cérébrale, comme par exemple le langage, la cognition, etc. Les gliomes n'ont pas les mêmes caractéristiques, ce sont des tumeurs plus ou moins agressives. À gauche, un gliome de grade 2 qui évolue lentement et à droite, un gliome de grade 4 qui est un gliome plutôt agressif. Ce sont des tumeurs infiltrantes, il n'y a pas de limite nette entre le cerveau et la tumeur, comme on peut le voir sur cette coupe-là, où il y a une sorte de gradient qui se forme. Et ce sont des tumeurs qui peuvent être envahissantes au niveau de certaines structures. Toujours est-il que ce soit les métastases ou les gliomes, il y a un intérêt net sur le plan cancérologique et également sur le plan des symptômes neurologiques à opérer ces patients et à enlever le plus possible de tumeurs. Ceci augmente la survie des patients et bien sûr leur qualité de vie. Cependant, au niveau du cerveau, on ne peut pas tout enlever. On ne peut pas enlever la moitié d'un cerveau ou une grosse partie sans contrôler. Parce que le cerveau autour de la lésion, et même parfois dans la lésion, s'il s'agit d'un gliome, peut être encore fonctionnel. Donc il faut le préserver au maximum, trouver le bon chemin d'accès, sous peine de provoquer un déficit neurologique complet au patient et donc d'altérer sa qualité de vie, plus ou moins longue. Le cerveau est constitué globalement de zones dites corticales, c'est le cortex que l'on connaît maintenant depuis très longtemps, qui a été dessiné à plusieurs reprises de différentes façons. Le cortex, c'est la surface du cerveau où se situent les neurones qui permettent le traitement et la conduction de l'information. Comme on peut le voir ici, le cortex de tout le cerveau a une fonction particulière. Et les dernières modélisations mathématiques montrent que ces zones du cortex sont toutes interconnectées les unes aux autres. C'est un immense réseau, c'est une immense toile. Mais pour relier ces zones corticales entre elles, il faut des faisceaux électriques, il faut des faisceaux d'association. On appelle ainsi les faisceaux d'association de substances blanches qui relient les zones corticales entre elles, comme par exemple ce faisceau jaune qui relie cette aire corticale avec celle-ci et qui permet du coup un traitement simultané de l'information par ces différentes aires corticales. Les faisceaux sont également interconnectés entre eux et permettent in fine la fonction cérébrale. Il faut composer avec une variable qui est essentielle au niveau du cerveau et qui empêche la reproductibilité des atlas d'anatomie fonctionnelle, c'est la variabilité interindividuelle. Chaque cerveau est différent. Ici, vous avez représenté sur ce cerveau tous les points d'activation de 730 sujets sains qui ont effectué une tâche de langage. Et on voit qu'une bonne partie du cerveau, une bonne partie de l'hémisphère gauche est concernée par le langage sur ces différents aspects. Il n'est plus d'actualité de considérer qu'il n'y a plus qu'une zone du langage qui autrefois était supposée ici ou là, qui sert à l'émission ou à la réception de l'information. C'est tout le cerveau désormais. Alors comment intégrer ces différents paramètres au bloc opératoire pour enlever le maximum de tumeurs tout en préservant le cortex, les faisceaux d'association et en se basant sur l'anatomie personnalisée du patient? On dispose de plusieurs outils. Le premier outil, et on va le développer tout à l'heure, c'est la stimulation électrique directe sur des patients éveillés qui permet de cartographier le cerveau au niveau de la surface du cortex ou en profondeur au niveau des faisceaux d'association. C'est le gold standard, surtout pour les gliomes infiltrants.
On dispose également d'outils qui permettent d'apprécier les limites tumorales, comme par exemple la neuronavigation, qui permet de voir pendant que l'on opère où on se situe de manière quand même assez fiable dans le cerveau, et bien sûr où est située la tumeur par rapport au reste, et de savoir si on a encore à travailler là ou pas, ou à changer de zone, etc. L'échographie péropératoire qui permet d'identifier la tumeur pendant l'opération, mais de manière très superficielle. L'IRM péropératoire pendant l'opération peut également être faite, où certains colorants peuvent être utilisés en association avec les microscopes pour mieux identifier les cellules tumorales au sein du cerveau sain. Cependant, toutes ces limites, tous ces outils, toutes ces stratégies ont des limites intrinsèques à chacun des outils, qui font qu'on ne peut pas se baser sur un seul, ou voire même l'association de ces instruments pour opérer correctement les patients. Donc on en revient à la chirurgie éveillée avec la stimulation électrique directe du cerveau, qui permet de tester en temps réel, au bloc opératoire, les fonctions cérébrales du patient, sous contrôle d'un spécialiste qui est soit une orthophoniste quand ce sont surtout des aspects liés au langage que l'on veut tester, ou des neuropsychologues lorsque ce sont des aspects plutôt neuropsychologiques avec la cognition au sens large du terme. Cela a été démontré par de multiples études maintenant dans le monde, c'est que cette technique permet d'améliorer de manière significative l'étendue de résection. Ça veut dire qu'on enlève plus de tumeurs grâce à cette technique, dans des zones souvent dites fonctionnelles. Des patients qui étaient jugés auparavant inopérables le deviennent, tout en minimisant les séquelles neurologiques définitives dans le but de préserver la qualité de vie des patients. Cette technique s'adresse à tous les patients qui n'ont pas ou qui ont très peu de troubles neurologiques et qui peuvent faire les tests au bloc opératoire, même si ce sont des tests qui ne sont pas très compliqués. Il faut pouvoir parler, il faut pouvoir bouger, ce qui est peut-être paradoxal au bloc opératoire, mais nous avons des indices de mouvement. Et bien sûr, il faut que les patients n'aient pas de contre-indications liées à la technique opératoire. Notamment, il ne faut pas avoir de problèmes respiratoires, pulmonaires, pas être trop âgé non plus pour bien supporter l'anesthésie. Il y a d'autres phénomènes limitants. On peut opérer tout type de tumeur cérébrale. Le gold standard s'applique aux patients qui sont atteints d'un gliome dit de bas grade de malignité, qui infiltre le cerveau progressivement, mais qui ne le détériore pas ou très peu. Mais également, on peut l'appliquer à des gliomes dits de haut grade, qui eux, par contre, agressent le cerveau plus volontiers. À des métastases, comme ici, cette métastase frontale interne qui est très profonde et située dans les réseaux du langage. Donc, quel est le meilleur chemin à adopter pour arriver jusqu'à la tumeur sans endommager le cerveau? C'est la chirurgie éveillée et le patient pendant l'opération qui vont nous le dire. Ou des malformations vasculaires peuvent être également opérées, comme ce cavernome situé dans les voies optiques. L'enjeu était de préserver le champ visuel de ce patient. Nous allons voir une petite vidéo de 3 minutes, âme sensible s'abstenir, bien sûr, il y a un peu de sang, que l'on a réalisé avec Serena Santucci à l'occasion de la journée du cerveau il y a 2 ans, au sujet d'un patient que l'on a opéré d'un gliome de bas grade frontal gauche. Vous le voyez ici installé sur le côté, sa tête est fixée pour ne pas bouger pendant l'opération. Une fois les champs positionnés et l'anesthésie locale de la peau faite, nous avons incisé. Alors, il s'agit d'une ouverture standard en neurochirurgie. On incise chaque couche. Nous avons vu le muscle temporal qui est incisé. Et là, nous décollons la boîte crânienne après l'avoir incisé. Une fois que nous tombons sur la méninge, on réalise encore un peu d'anesthésie locale pendant que le patient se réveille. Nous en profitons pour faire de l'échographie et identifier relativement les limites tumorales, mais également pour calibrer l'intensité de stimulation électrique. Et une fois le patient bien réveillé, bien coopérant, nous réalisons les tests de langage. Ici, on peut réaliser d'autres tests. Pendant que l'orthophoniste fait passer un test de dénomination d'image, nous faisons la cartographie en stimulant le cerveau. Ici, il s'agit d'un autre test de langage qui vise à relier 2 images identiques dans leur sens. Nous réalisons la cartographie cérébrale pendant ce temps. Et voici ce que l'on obtient.
Une fois la cartographie réalisée, nous mettons des étiquettes stériles sur les zones qui ont répondu, sur les zones corticales fonctionnelles, qu'il faut absolument préserver. Et donc nous allons inciser le cortex, en regard bien sûr de la lésion, là où il n'y a pas de site cortical fonctionnel, afin de préserver le cortex de ce patient. Nous faisons cette résection sous contrôle, sous monitoring, comme on dit, de la fonction cérébrale du patient. Le patient réalise un test continu de motricité et de langage. Il peut réaliser bien sûr d'autres tests pendant ce temps, au choix en fonction de la zone où on est, et nous réséquons la lésion en parallèle, sous contrôle donc du patient. Une fois la tumeur réséquée, elle est envoyée au laboratoire pour analyse. Voici la cartographie de fin d'exérèse. Pardon, je suis passé un peu vite, où nous voyons des étiquettes dans la substance blanche. Il y a une étiquette ici, une autre ici, qui correspondent à des faisceaux d'association que l'on a identifiés en profondeur et qui constituent donc la limite fonctionnelle en profondeur. Pardon. Et après, nous avons la fermeture. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons terminé l'exérèse, on rendort le patient, les anesthésistes rendorment le patient, le réintubent sur le côté, donc il s'agit là d'un challenge pour eux, qu'ils réussissent à chaque fois. Et une fois le patient rendormi, nous fermons couche par couche tout ce que nous avons ouvert. Ici, la méninge principale, la dure mère. Ensuite, l'os, le volet osseux crânien qui est repositionné et fixé. Le muscle temporal qui sert à la mastication, qui est par-dessus. Et enfin, la peau. Nous réalisons un surjet, comme en couture. Cette technique de chirurgie éveillée est la méthode de référence pour analyser le cerveau en temps réel. Vous l'avez compris, vous l'avez vu. Cependant, tous les patients ne sont pas éligibles à cette méthode. Il y a des contre-indications. Il y a des patients qui ne sont pas adaptés à cette technique du fait des troubles neurologiques essentiellement. Il y a donc une nécessité d'identifier, de développer surtout de développer des techniques d'identification de la connectivité au bloc opératoire que l'on pourrait transposer de ce qui existe déjà, mais en dehors du bloc opératoire. Et également, il y a un autre point, c'est qu'on connaît très bien les effets physiologiques, les effets comportementaux de la stimulation sur le patient. On sait très bien ce que cela fait chez le patient lorsqu'on stimule son cerveau. Par contre, on ne connaît pas les effets électriques directs sur le cerveau. On ne sait pas exactement comment le courant diffuse dans le cerveau, jusqu'où il va, qu'est-ce qu'il dépolarise ou pas. Il y a donc une nécessité de découvrir ce phénomène pour aller plus loin. Et là, je vais laisser la parole à Théodore. Merci. Donc c'est le sujet de la collaboration. Donc pour cette collaboration, on va utiliser deux types de mesures, en plus de la cartographie fonctionnelle que Fabien vient de vous montrer. Une première qui est une mesure de connectivité structurelle sous la forme de l'IRM de diffusion, que vous voyez sur la gauche du transparent, où en gros on va faire une IRM qui donne accès en gros à la manière dont les molécules d'eau circulent et diffusent dans le cerveau. Et en fait, chaque image, on va avoir plein d'images, vous allez voir, vous les voyez un petit peu sur la première partie en haut à droite. On a des images qui sont directionnelles. Et donc on va compulser et combiner toutes ces images directionnelles par une technique, enfin, on va les utiliser après par une technique qui s'appelle la tractographie pour essayer d'extraire les voies de connexion dans la matière blanche du cerveau. Donc ça vous donne ces grandes structures fibreuses qui donc identifient les faisceaux de connexion entre les aires corticales. Donc ça, c'est la première modalité qu'on va utiliser. Deuxième modalité, c'est de la connectivité effective, où on va, donc la stimulation directe, donc on stimule directement au niveau du cortex et plus au niveau des oreilles ou des yeux. Et donc on stimule directement des aires corticales et puis on va regarder les messages qui passent. Donc d'un côté, vous avez les fils de la connexion téléphonique et de l'autre côté, vous avez les messages qui parlent comment et comment les messages sont altérés quand ils passent d'une aire fonctionnelle à une autre. Donc vous voyez ici un exemple où on met une entrée et puis on les fait passer à travers différentes aires avec différents modèles et vous voyez comment le message il est véhiculé à travers deux aires ici en fonction de différents modèles.
Et donc tout ça n'est pas reproductible, donc en général on va toujours avoir des courbes comme celle qui est ici, où on a une courbe moyenne et puis plein de réalisations différentes, et c'est ces réalisations qu'on va étudier par la suite. Donc dans ce qui concerne ce projet, on va maintenant chercher à comparer ces deux modalités, donc l'IRM de diffusion, la stimulation électrique directe, et puis corréler ces informations. Donc vous voyez ici, ce qui va se passer, c'est qu'on a l'électrode de stimulation qui est indiquée ici. On va stimuler un site à un endroit et on va mesurer les réponses du cerveau, les réponses corticales à différents plots de mesure. Et vous voyez que si on a stimulé avec une certaine fonction, on va retrouver la fonction en gris clair ici. Donc elle est altérée, et ces altérations vont nous renseigner directement sur la manière dont la connexion se fait dans le cerveau. Et donc on va corréler ces informations-là avec les marqueurs de l'imagerie de diffusion et les potentiels évoqués, ces choses-là, ces courbes. Et donc, et bien entendu, avec les cartes fonctionnelles qui ont été réalisées dans la première partie de l'opération. Donc, comment ça se passe? En préopératoire, on a ces IRM de diffusion, on fait les tractographies. Ces tractographies, elles servent à planifier l'opération, et en péropératoire, à pouvoir contrôler en permanence à quel endroit on est en train de poser les électrodes, de stimuler et ce genre, enfin, voilà. Deuxième étape, on est là maintenant au bloc opératoire, donc on a toujours cette neuronavigation qui permet de savoir et de se repérer dans le cerveau. On a la reprise ici des aires fonctionnelles qui ont été marquées dans l'exploration des aires fonctionnelles lors de la chirurgie éveillée. Et puis nous, on va se greffer en post-opératoire. Donc ici, vous voyez le cerveau dans lequel la tumeur a été opérée et a été resséquée. Et on va placer un certain nombre d'électrodes que vous voyez ici. Vous avez un strip d'électrodes de 6 électrodes, puis 2 ici. Donc ces électrodes vont servir à collecter l'information de la stimulation. Et donc cette stimulation qu'on voit sur cette dernière figure ici, où on voit l'instrument de stimulation. On stimule près d'une électrode et on va enregistrer les traces que vous voyez ici. Alors la stimulation, c'est les traces un peu plus marquées que vous voyez ici et ici. Là, c'est entre deux stimulations. Et donc c'est à partir de ces signaux qu'on va chercher à travailler, en corrélation avec tout le reste. Donc qu'est-ce que ça donne? On repart de ces mesures. Les décours temporels, une fois qu'on zoome, et parce qu'ici il y a plein de répétitions de la stimulation, ça donne à peu près ça, et on va s'intéresser au marqueur N1 qui est suffisamment éloigné de la stimulation, donc pas masqué, il n'est pas masqué par la stimulation, et suffisamment proche pour qu'on ait des mesures fiables. Et donc ici, sur la droite, vous avez les courbes collectées. Donc pareil, vous avez en gris, en noir, la courbe moyenne, et en gris, les superpositions des différentes collectes statistiques de mesures sur la strip de 6 électrodes et les 2 de 4. Et donc ici, on a stimulé autour de l'électrode qui est ici, marquée avec la croix verte, et on collecte, on a 2 zooms ici et là, où on collecte sur une autre électrode, et on va pouvoir mesurer sur une autre électrode à la fois l'amplitude de la réponse et le délai, le temps avec lequel la réponse est venue, ce qui d'ailleurs nous rassure sur le fait que c'est de la connexion via la matière blanche et c'est pas de la connexion ohmique de la conduction normale qui se passerait, qui n'aurait pas d'un mécanisme actif dans le cerveau. Et post-opératoire, enfin, de manière post-opératoire, on fait une deuxième IRM. Alors, j'ai oublié de dire qu'ici, on collecte aussi les points du cerveau qui sont connectés d'un point de vue fonctionnel, de point de vue connectivité effective. Donc, comme on a maintenant cette information, on fait une deuxième IRM de diffusion post-opératoire, ou une deuxième analyse des données, qui va nous permettre de regarder les traces spécifiques entre les électrodes et les lieux de stimulation et les électrodes de collecte qui ont été identifiés. Et du coup, on va pouvoir corréler des informations de nature statistique sur les connexions avec les mesures électriques qui ont été faites. Donc c'est résumé ici. Alors on va résumer le message de façon un petit peu brève, mais en gros, ce qu'on mesure, c'est qu'on arrive à mesurer des délais qui sont compris entre 20 et 40 millisecondes, comme vous voyez sur l'histogramme de gauche, et avec des amplitudes qui sont aussi corrélées avec la distance, mais que je ne vais pas analyser ici. Et par contre, quand on regarde la longueur des connexions des sites qui ont été identifiés, on voit qu'on a des sites qui sont en moyenne, enfin en façon médiane, de 70 mm, ce qui indique qu'en fait, on tape sur en fait des connexions cortico-verticales qui sont des fibres courtes qu'on appelle des fibres en U. Et donc, en gros, on ne mesure des connectivités que relativement localisées
et on n'arrive pas encore à avoir des connectivités plus larges. Alors, il y a différents moyens d'agir là-dessus. On peut peut-être stimuler plus fort, mais avec des risques potentiels sur le patient, donc il faut faire attention. Ou l'écartement, on peut jouer aussi sur l'écartement d'électrodes de stimulation, comme vous le voyez sur le graphique ici. Ça joue sur la profondeur où les courants pénètrent, et donc potentiellement, ça peut nous permettre de modifier un petit peu la manière dont on va stimuler le cortex, et donc espérer de stimuler plus loin. D'où la deuxième étude qui a démarré il y a environ 6 à 8 mois, où on va explorer un petit peu ça. Et je laisse Fabien finir. Donc oui, pour conclure, on a engagé cette deuxième étude avec les paramètres de stimulation légèrement modifiés, comme vient de le dire Théo, dans le but de mettre en évidence cette fois-ci l'intégralité d'un faisceau d'association, comme on peut le voir sur ce schéma. On espère, en stimulant ici, recueillir le potentiel électrique aux deux extrémités du faisceau, mais également en stimulant le tronc du faisceau dans la substance blanche, on espère également recueillir le potentiel électrique à ses extrémités. Cette étude est en cours. Donc pour conclure, il s'agit là d'un bon exemple de collaboration entre deux équipes, enfin deux groupements d'équipes spécialisées dans un domaine qui permettent d'aller assez loin dans l'exploration cérébrale. J'aimerais remercier tout particulièrement l'équipe de neuroimagerie avec Lydiane Mondo et Stéphane Chanalet, l'équipe de tractographie avec Patrick Philippiac, Théodore Papadopoulou, Maureen Claire qui n'a pas pu venir et Rachid Deriche. Nous avions également une étudiante de neurochirurgie qui était en master, Marie Ono. En chirurgie éveillée, nous pratiquons cette chirurgie avec le professeur Fontaine et Charlotte Fernandez qui est l'orthophoniste. Et l'électrocorticographie est réalisée grâce au concours de Maureen Claire, Patrick Philippiac et Théodore Papadopoulou. Voilà, merci de votre attention. Merci infiniment. Merci beaucoup pour cette intervention extrêmement intéressante, mais qui a dépassé. Alors, je pense qu'on a juste le temps pour 1 ou 2 questions, c'est ça? Peut-être alors oui. On va privilégier les questions d'internautes. Oui, c'est combien de temps dure ce genre d'opération en général? La phase éveillée dure entre 1h30 et 2 heures. Au-delà, le patient fatigue, les tests ne sont plus reproductibles et on ne sait pas si les erreurs que fait le patient sont en rapport avec sa fatigue, son épuisement ou avec la stimulation électrique. Donc on ne peut en général rarement dépasser les 2 heures de phase éveillée. Et le reste, c'est très standard pour l'ouverture et la fermeture. Donc ça dépend de la taille et de l'abord. Donc en général, la durée totale excède rarement les 5 heures. Dans une chirurgie du futur, est-ce qu'on peut imaginer que vos collaborations permettront dans 5, 10, 15, 20 ans de pouvoir faire l'intervention en amont, de la simuler avec vos modèles et pour arriver sur le patient en ayant déjà tous ces tests déjà réalisés? Est-ce que ça, c'est envisageable? Est-ce que vos collaborations pourraient conduire demain à ce qu'on prépare sur le modèle du cerveau du patient? Vous souriez, vous y croyez? Je sais pas. On voudrait y tendre, en tout cas on fait ce qu'il faut pour pouvoir aller vers ça. Après, pouvoir promettre d'aller jusqu'à ce point-là, bon, je ne sais pas ce que Fabien en pense, mais il faudra beaucoup de progrès sur l'instrumentation, sur beaucoup de domaines avant de pouvoir en arriver là, je pense. Mais... Votre question, c'est sur le pré-planning vraiment. Voilà, le pré-planning, est-ce que les données, on peut imaginer que le patient... L'idée est à peu près de tendre vers ça, en effet. Par contre, je ne pense pas que ce soit pour demain ou après-demain, parce qu'il y a encore beaucoup de freins à ça. On a encore beaucoup de choses à découvrir sur le cerveau pour pouvoir analyser sa fonction. Là, ce que l'on voit, c'est de l'anatomie. C'est de l'anatomie, ce sont des faisceaux. On se rend compte qu'au sein d'un même faisceau, il peut y avoir plusieurs fonctions. C'est ce que vous disiez, oui. Plusieurs zones du cortex différentes sont reliées par un seul faisceau. Il y a des faisceaux plus ou moins larges, plus ou moins étendus, qui connectent plus ou moins d'aires corticales entre elles. Et l'interaction des différentes aires corticales et des différents systèmes entre eux, pour l'instant, est très peu connue. Mais vos travaux pourraient permettre d'améliorer ces connaissances et peut-être demain être en... On espère y contribuer. Ce qu'on n'a pas dit, mais qui a déjà été dit dans d'autres talks cet après-midi, c'est que toutes ces mesures-là sont bien sûr entachées d'erreurs. C'est pas du 100% fiable aujourd'hui. Donc il y a plein de... Voilà, il faut combiner beaucoup de choses pour arriver à faire
avant d'arriver à être fiable, il y a du travail. Mais c'est déjà un très très gros progrès, on en parlait la dernière fois, thérapeutique, hein, grâce à cette chirurgie éveillée, et vous avez pu opérer ce qui était inopérable il y a par contre quelques années, et conduire presque à la survie, enfin améliorer en termes de survie des interventions. Donc je pense que ça c'est... En tant que béotien qui a assisté à des opérations comme ça, je ne connaissais pas, c'est impressionnant. Vous avez réussi, vous, à soutenir, parce que nous, avec Patricia, j'avoue qu'on détournait les yeux. Il faut faire les mesures, il faut forcément... Vous n'avez pas eu le choix. On le voit, on n'a pas le choix, mais c'est impressionnant. Je ne dirais pas à tout le monde qu'il faudrait y aller voir, mais c'est incroyable ce qu'ils font. C'est incroyable, c'est vrai. Bon, on les applaudit parce que ça, vraiment, c'est toute l'admiration pour ces recherches. Et en tout cas, on attend beaucoup. Félicitations à tous les deux et merci. Aussi à Maureen Claire qui n'a pas pu être avec nous, bien évidemment. Et on vous retrouve dans 10 minutes à présent pour la conférence finale avec Francis Eustache et Bérangère Guillery-Girard. Merci beaucoup. À tout de suite.